Je m'appelle Charles, j'ai 32 ans et je suis capitaine dans l'armée américaine. Ma propre famille a essayé de me faire déclarer mentalement incompétent, de voler mon héritage et de laisser ma mère mourir, tout cela pendant que j'étais en permission militaire. Avant de vous raconter comment j'ai découvert tout leur complot écœurant et fait tout s'effondrer en une nuit inoubliable, rendez-moi service et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir qui écoute là-bas. Tout a commencé un mardi gris et banal. J'étais en permission de 3 semaines, ma première vraie visite à la maison depuis plus d'1 an. Ma sœur Clara avait jeté son téléphone contre un mur lors d'une de ses crises typiques. Et étant le grand frère responsable, j'ai proposé de l'emmener dans un atelier de réparation. J'ai trouvé un petit endroit discret appelé Torres Tech Repair, tenu par un gars nommé Alex. Il avait un emblème du corps des Marines tatoué sur l'avant-bras. Un signe silencieux de fraternité qui m'a fait lui faire confiance instantanément. L'écran est brisé. On dirait que le port de charge est fichu aussi, a-t-il dit en scrutant l'appareil. Donnez-moi 1 heure. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis allé prendre un café, heureux d'un moment de paix. La tension chez mes parents était assez épaisse pour être coupée au couteau. Quand je suis revenu, la boutique était vide à l'exception d'Alex. Il se tenait derrière le comptoir, mais il ne travaillait pas. Il fixait juste le téléphone, le visage pâle. « Et, ça a marché ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux et ses yeux étaient écarquillés. Il avait l'air hanté. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers la rue vide comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. « Mec, a-t-il commencé, puis a baissé la voix. Vous devez m'écouter très attentivement. Annulez vos cartes de crédit et changez vos serrures. Ce soir. » J'ai senti un picotement froid dans mon cou. Mon entraînement a pris le dessus, mes sens immédiatement en alerte maximale. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dans quel genre d'ennui vous êtes, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Mais c'est grave. Vraiment grave. Il n'a pas expliqué. Il a juste tourné l'écran du téléphone vers moi. Il avait réussi à l'allumer. Il était ouvert sur une application de messagerie. Vous devez voir ça, a-t-il dit. Mes yeux ont scanné l'écran. Ce n'était pas une conversation. C'était une série de messages programmés pour être envoyés au cours des prochaines semaines à un contact simplement étiqueté EM. Mon sang s'est glacé en lisant le premier. Les papiers d'assurance sont finalisés. Sa signature est vérifiée. Garde la copie en sécurité. Ma signature? Quelle assurance? Le message suivant a fait marteler mon cœur contre mes côtes. La vente se fera une fois qu'il sera confirmé incapable. L'avocat dit que le transfert de garde sera immédiat. Et puis le dernier, celui qui a fait basculer le monde sur son axe. Le plan B est prêt s'il se débat. La maison est vieille. Les accidents arrivent. J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant ensemble. Mon esprit s'emballait en essayant de donner un sens à tout cela, mais mon instinct savait déjà. C'était le téléphone de ma sœur. Et ses messages. Il parlait de moi. C'est à ce moment-là que mon monde s'est brisé. Je me tenais là dans cet atelier de réparation calme, l'odeur du flux de soudure dans l'air, et j'ai réalisé que ma visite de retour n'était pas des vacances. C'était une embuscade. Je n'avais juste pas encore vu l'ennemi. Pour comprendre comment un homme peut se retrouver la cible de sa propre famille, il faut comprendre la famille elle-même. Laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière, au jour de mon retour. Le vol depuis l'Allemagne était long, et tout ce à quoi je pouvais penser était un repas fait maison et dormir dans mon lit d'enfant. J'ai franchi la porte, laissant tomber mon sac de sport avec un bruit sourd. Je suis rentré. Ma mère, Eleanor, s'est précipitée hors de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier. Son sourire était aussi chaleureux que dans mes souvenirs, mais il y avait de nouvelles rides d'inquiétude gravées autour de ses yeux. Elle m'a serré fort, et pendant un instant, tout semblait aller bien. « Oh, Charles, c'est si bon de t'avoir à la maison », a-t-elle chuchoté, sa voix un peu frêle. Ma sœur Clara est descendue les escaliers ensuite. Elle avait 4 ans de moins que moi, n'avait jamais déménagé et s'était autoproclamée principale gardienne de notre mère. Elle m'a donné une étreinte rapide d'un bras. « Et, grand frère. Enfin décidé de nous honorer de ta présence. » Il y avait une légère pointe dans sa voix, une pique familière que j'avais appris à ignorer au fil des ans. Enfin est arrivé mon père, Richard.
Il est entré de son bureau, un journal plié sous le bras. C'était un homme de peu de mots, un comptable à la retraite qui valorisait l'ordre par-dessus tout. Il m'a serré la main, sa poigne ferme mais brève. « Charles, content de te revoir. » Ses yeux, cependant, semblaient regarder à travers moi. Ce premier dîner était tendu. J'ai essayé de partager des histoires de mon déploiement, mais elles ont été accueillies par des hochements de tête polis. La conversation revenait sans cesse à la vie à la maison. Le coût croissant des médicaments de maman, le toit qui fuyait et les sacrifices de Clara. J'ai dû refuser une opportunité de formation en gestion, a dit Clara, poussant des pois dans son assiette. Quelqu'un doit être là pour maman. Elle m'a jeté un coup d'œil. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vie d'aventure, tu sais. Mon père a hoché la tête en accord. Ta sœur a beaucoup de responsabilités, Charles. C'est un lourd fardeau. J'ai ressenti cette pointe familière de culpabilité. J'envoyais de l'argent à la maison chaque mois, plus qu'il n'en fallait pour embaucher de l'aide ou couvrir les réparations. Mais ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de présence. Mon absence était une arme qu'ils utilisaient contre moi. Un rappel constant que j'avais choisi une vie différente. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de m'installer pour aider, mais chaque tentative était subtilement bloquée. Quand j'ai proposé de conduire maman à son rendez-vous chez le médecin, Clara disait « Oh, c'est bon. J'ai déjà géré ça. Tu ne connaîtrais pas le nouveau trajet de toute façon. » Quand j'ai commencé à réparer une rampe desserrée sur le Porsche, mon père sortait et disait « Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Laisse tomber. Je m'en occuperai. » J'étais un invité dans ma propre maison, un étranger. J'ai remarqué à quel point maman avait vieilli. Elle oubliait plus de choses. Parfois, elle semblait confuse. Elle parlait de ses finances avec un froncement de sourcils inquiet. « Ton père et Clara gèrent tout, me disait-elle. Mais parfois je ne comprends tout simplement pas les papiers qu'ils me demandent de signer. » J'ai essayé de la presser pour avoir des détails, mais elle agitait simplement une main dédaigneuse. « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu es à la maison pour te détendre. » Mais je ne pouvais pas me détendre. Il y avait un courant de ressentiment courant juste sous la surface de la vie de notre famille. Et j'avais l'impression d'être le seul à pouvoir sentir l'électricité statique dans l'air. J'étais le fils décoré, celui qui s'en était sorti. Mais dans cette maison, j'étais juste celui qui était parti. Et je commençais à réaliser que partir avait un prix. Je ne savais juste pas encore à quel point il serait élevé. Le premier vrai signal d'alarme, celui que je ne pouvais pas ignorer, a sonné environ une semaine après le début de ma visite. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand Clara est entrée, son téléphone portable pressé contre son oreille. Elle parlait d'un ton feutré et urgent. « Non, Martin, les papiers doivent être en béton, disait-elle. Mon frère est à la maison pour quelques semaines, et c'est le genre à poser des questions. Nous avons besoin que tout soit juridiquement solide avant qu'il ne devienne méfiant. » Elle m'a vu et ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a rapidement tourné le dos, marchant vers le garde-manger. « Je te rappelle » a-t-elle marmonné et raccroché. Quand elle s'est retournée, elle souriait, mais cela n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, la marmotte. »« C'est qui Martin ?» ai-je demandé, gardant un ton décontracté. « Juste un conseiller financier » a-t-elle dit, balayant la question de la main en attrapant une boîte de céréales. « Il nous aide, papa et moi, à trier le portefeuille de maman, tu sais, planifier pour l'avenir. » C'est très ennuyeux. Mais ce n'était pas sa réponse qui me dérangeait. C'était le mensonge. J'avais vu l'identification de l'appelant sur son écran pendant une fraction de seconde. Ça ne disait pas Martin. Ça disait Arborline Financial. Plus tard dans la journée, quelques recherches sur Internet m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Arborline Financial était une firme véreuse avec une série de procès contre eux pour pratiques prédatrices, ciblant spécifiquement les personnes âgées et les vétérans. Mon estomac s'est noué. J'ai décidé de fouiller un peu. Ce soir-là, pendant que tout le monde regardait la télévision, j'ai prétexté une excuse pour monter à l'étage. Je suis allé dans la chambre de Clara, mon cœur battant de culpabilité. Je me sentais comme un espion, un traître, mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Dans un tiroir sous une pile de pulls, je l'ai trouvé, un dossier épais avec le logo Arborline Financial. Je l'ai sorti, mes mains tremblant légèrement. Il était rempli de documents juridiques, de procurations, de directives médicales et d'une demande de tutelle,
ou ce qu'ils appellent une curatelle. Ils prévoyaient de prendre le contrôle légal de ma mère, arguant qu'elle n'était plus compétente pour gérer ses propres affaires. La demande était pleine d'exagérations et de mensonges purs et simples sur son état mental. Mais la pire partie, celle qui m'a coupé le souffle, était la page de signature. Là, sur un document accordant à Clara l'autorité totale sur les biens de maman en cas de mon incapacité ou de mon absence, se trouvait ma signature ou du moins une contrefaçon très convaincante. J'ai vu toute ma vie, ma carrière, ma réputation être utilisée contre moi. Le fait que j'étais un soldat en service actif, souvent déployé à l'étranger, était tordu d'un point de fierté en un handicap. Ils utilisaient mon service comme une raison pour m'écarter, arguant que je n'étais pas disponible pour prendre des décisions. J'ai essayé de parler à Clara à ce sujet ce soir-là. Je l'ai trouvée dans le salon après que maman et papa soient allés se coucher. « Clara, nous devons parler », ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. J'ai vu un dossier d'une société appelée Arborline Financial. Son visage est devenu froid. « Tu as fouillé dans mes affaires. Je m'inquiète pour maman. Cette société a une réputation terrible. Qu'est-ce que toi et papa préparaient ?» Elle s'est levée, ses yeux brillants d'une fureur vertueuse que je ne connaissais que trop bien. « Préparer ? Nous prévoyons de prendre soin de notre mère, Charles. Quelque chose dont tu ne sais rien. Tu débarques ici pour quelques semaines, joues au héros, et puis tu repars. Nous sommes ceux qui sont ici jour après jour. Nous sommes ceux qui doivent prendre les décisions difficiles. Ce n'est pas une décision difficile, Clara. C'est une arnaque. Et falsifier ma signature sur un document légal, c'est un crime. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle claqué. Tu es juste paranoïaque. Peut-être que tout ce temps dans l'armée t'a fait perdre la tête. Elle est sortie de la pièce en trombe, me laissant debout dans le noir, le silence de la maison pesant sur moi. Elle n'a pas seulement nié. Elle a attaqué ma santé mentale. C'était un coup calculé et c'était terriblement efficace. C'était la première fois que je réalisais que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était personnel et il ne plaisantait pas. La dispute avec Clara était une déclaration de guerre. Après cette nuit-là, le semblant de réunion de famille heureuse avait disparu, remplacé par un silence froid et étouffant. Papa ne me regardait pas dans les yeux. Clara ne me parlait que par des réponses brèves d'un mot. Seule maman semblait inconsciente, flottant à travers la tension dans une bulle d'ignorance heureuse que je désespérais de protéger. La confrontation finale avant l'incident du téléphone s'est produite quelques jours plus tard. J'avais passé la matinée au téléphone avec un ami des juges avocate général Escort, posant juste quelques questions hypothétiques sur la tutelle et la fraude financière. Il m'avait donné des conseils qui m'avaient glacé le sang, confirmant à quel point ma famille était dans le pétrin, et par extension moi. J'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. Je devais leur faire entendre raison. J'ai trouvé papa et Clara dans la cuisine, penchés sur la table avec une pile de papier. Le logo Arborline était visible même depuis l'embrasure de la porte. « On arrête ça », ai-je dit, ma voix basse et ferme. Tout de suite. On ne confie pas la vie de maman à une société prédatrice. Et vous n'utilisez pas un document falsifié avec mon nom dessus. Mon père a levé les yeux. Son expression était celle d'un pur dédain. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu es parti depuis des années. Les besoins de ta mère sont complexes. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce qui est mieux pour elle ou ce qui est mieux pour vous ? J'ai riposté, mon contrôle commençant à glisser. Il ne s'agit pas de ses soins. Il s'agit de son argent. Il s'agit de son héritage. Clara a claqué sa main sur la table. Son visage s'est tordu de rage. Son héritage ? Ça devrait être mon héritage. C'est moi qui ai été là. C'est moi qui ai sacrifié ma vie pour elle pendant que tu jouais aux soldats, collectionnant des médailles et un bon gros salaire. Le venin dans sa voix était stupéfiant. C'était des années de ressentiment, de jalousie, de sentiment d'être la seconde, tout cela débordant en un torrent laid. Ce n'est pas juste, Clara, ai-je dit, ma propre colère montant. Tu sais que ce n'est pas à ça que ressemble ma vie. Oh, je sais exactement à quoi ça ressemble, a-t-elle hurlé. Tu es le garçon en or, le héros, capitaine Charles. Eh bien, le héros n'est pas là quand maman tombe au milieu de la nuit. Le héros n'est pas là pour gérer les factures et les médecins et les oublis. Moi si. Sa voix devenait plus forte, plus hystérique. Elle a saisi son téléphone sur la table.
Je ne peux même pas écouter ça. Je ne peux pas t'écouter venir ici et me juger. Je ne te juge pas. J'essaie de protéger notre mère de toi. C'était ça. C'était la ligne rouge. Son visage est devenu violet de rage. Avec un cri de pure frustration, elle a jeté son téléphone à travers la pièce. Il a heurté la cheminée en briques avec un craquement écœurant et a cliqueté au sol en un triste tas de plastique et de verre. Silence. Un lourd silence résonnant. Mon père a juste soupiré, un son déçu hélas, comme si j'étais celui qui venait de faire une crise. Clara se tenait là, la poitrine haletante, des larmes de rage coulant sur son visage. À ce moment-là, tout ce que j'ai ressenti était une profonde tristesse. C'était ma famille. Ce gâchis brisé, en colère et rancunier. Je me suis approché et j'ai ramassé le téléphone brisé. Je vais le faire réparer pour toi, ai-je dit doucement. C'était une chose stupide à dire, un rameau d'olivier offert au milieu d'un champ de bataille, mais c'était tout ce qu'il me restait. C'était ma dernière tentative désespérée d'être le bon fils, le frère responsable. Alors que je m'éloignais de la maison cet après-midi-là, le téléphone cassé sur le siège passager, je n'avais aucune idée que mon acte simple et bien intentionné de le réparer était sur le point de faire sauter le couvercle de tout leur plan. Je pensais que j'entrais dans un atelier de réparation. J'entrais en fait dans le début de la fin. Je suis rentré de Torres Tech Repair dans un état second. Alex avait réussi à cloner le disque entier du téléphone sur une clé USB pour moi avant mon départ. Il m'avait serré la main, sa poigne ferme, ses yeux sérieux. Fais attention, mec, fut tout ce qu'il a dit. C'était un avertissement d'un soldat à un autre. La maison était calme quand je suis rentré. Je pouvais entendre le faible murmure de la télévision depuis le salon. Je suis allé directement dans ma chambre, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable, mes mains moites de sueur. Tout était là, tout. Email, SMS, journaux d'appel, notes supprimées. C'était une feuille de route numérique de leur trahison. Il y avait des dizaines de mails entre Clara, mon père et Martin Sterling de Arborline Financial. Ils discutaient des actifs de maman avec un détail clinique froid, la valeur de la maison, ses comptes de retraite, ses actions. Ils parlaient de moi comme d'un obstacle. Un email de mon père est ressorti. Le statut militaire de Charles est une arme à double tranchant. Nous pouvons utiliser son absence pour faire passer la garde, mais s'il le découvre, ses ressources juridiques pourraient être un problème. Nous devons être rapides et décisifs. Garde. Le mot me donnait la nausée. Il ne voulait pas seulement l'argent. Il voulait sa vie, son autonomie. J'ai trouvé le PDF original du document que j'avais vu dans la chambre de Clara, celui avec ma signature falsifiée. Le voir à l'écran, si propre et officiel, m'a fait l'effet d'un coup physique. Ils avaient pris mon identité, mon honneur, et l'avaient transformé en outil pour leur propre avidité. Je savais que j'avais besoin de plus que de simples preuves numériques. J'avais besoin de quelque chose de tangible. J'ai attendu d'entendre mes parents aller se coucher. La maison craquait autour de moi. Chaque son magnifié dans le silence tendu. Je me suis glissé hors de ma chambre et suis allé dans le bureau de mon père. L'endroit avait toujours été interdit, son sanctuaire privé. Ce soir, je m'en fichais. La pièce sentait les vieux livrer le tabac à pipe. J'ai allumé la petite lampe de bureau. Son bureau était, comme toujours, méticuleusement organisé, mais je ne cherchais pas ce qui était visible. Je cherchais ce qui était caché. J'ai commencé par le classeur. Le premier tiroir était rempli de dossiers fiscaux. Le deuxième, de factures ménagères. Au fond du troisième tiroir, caché dans un dossier étiqueté et divers, je les ai trouvés, des copies papier. La même demande de tutelle, la même procuration avec ma fausse signature. Mais il y avait plus. Il y avait des brochures pour un endroit appelé Seabright Senior Living. J'en avais entendu parler. C'était l'un de ces établissements bon marché avec une réputation de négligence. Un endroit où l'on envoie un parent quand on veut oublier qu'il existe. Une terreur froide m'a envahi. C'était leur but ultime. Ils allaient prendre le contrôle de ma mère, liquider ses actifs, la coller dans un foyer et partir avec l'argent. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû prendre chaque photo 2 fois. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était un complot criminel. Et je me tenais en plein milieu.
J'ai appelé mon ami Léo, mon vieux copain du JAG Corps, la seule personne sur cette planète en qui je savais pouvoir avoir confiance. J'ai gardé ma voix chuchotée, me cachant dans la salle de bain avec le ventilateur allumé. Léo, c'est grave, ai-je dit, les mots se bousculant. C'est ma famille. J'ai tout expliqué. Le téléphone, les emails, les documents falsifiés, la maison de retraite. Il a écouté patiemment, le silence à l'autre bout de la ligne étant une présence réconfortante. Quand j'ai fini, il a laissé échapper un long sifflement bas. « Charles, tu as besoin d'un avocat. Pas moi, un civil. Et tu dois être intelligent. Ne les confronte pas. Pas encore. Tu es un soldat en territoire ennemi. Rassemble tes renseignements, monte ton dossier et choisis ton moment pour frapper. » Il avait raison. Mon instinct initial était de dévaler les escaliers et de les confronter, de crier et d'enrager. Mais mon entraînement a pris le dessus. Ce n'était pas une bataille à gagner avec de l'émotion. Elle devait être gagnée avec de la stratégie. J'avais les renseignements. Maintenant, je devais monter mon dossier. Le lendemain matin, j'ai agi comme si de rien n'était. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. J'étais assis à la table du petit déjeuner en buvant du café, faisant la conversation avec les gens qui complotaient activement pour ruiner ma vie et celle de ma mère. Mon père lisait son journal et Clara faisait défiler son nouveau téléphone, un remplaçant bon marché qu'elle avait acheté hier. Ils étaient calmes, confiants. Ils n'avaient aucune idée que je tenais tous leurs plans dans le creux de ma main. Pendant qu'ils étaient distraits, je me suis concentré sur la pièce suivante du puzzle, mon assurance vie militaire. C'était une somme importante conçue pour prendre soin de ma famille si le pire arrivait. Ma mère avait toujours été la seule bénéficiaire, toujours. Je suis allé dans ma chambre, je me suis connecté à mon portail officiel d'avantages militaires et j'ai sorti les documents. Mes doigts planaient sur la souris, un nœud de terreur se resserrant dans mon estomac. J'ai cliqué sur le lien et c'était là, noir sur blanc. Bénéficiaire, Clara Monsieur Davis. Date de modification, il y a 6 mois. Le changement avait été fait électroniquement en utilisant mes informations de connexion. Ils avaient dû obtenir mon mot de passe d'une manière ou d'une autre, probablement en fouinant sur mon ordinateur portable lors d'une visite précédente. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle m'a laissé sans voix. Ce n'était pas seulement une question de contrôler l'avenir de ma mère. Ils avaient mis un prix sur ma vie. Ils pariaient sur ma mort. Était-ce une partie de leur plan pour mon héritage ? Encaisser si quelque chose m'arrivait en déploiement ? Mes mains tremblaient. J'ai ressenti une vague de pure rage blanche. Je voulais casser quelque chose, crier. J'ai pris une profonde inspiration, forçant le soldat, le capitaine, à prendre le contrôle de l'homme. L'émotion est un handicap. La stratégie est une arme. Juste au moment où j'essayais de me calmer, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Mon sang s'est glacé en lisant les 2 courtes phrases. Reste en dehors de ça. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. C'était eux. Ça devait l'être. C'était un coup de semonce. Ils avaient dû sentir que quelque chose n'allait pas. Que je me rapprochais trop. Le SMS n'était pas une menace. C'était une promesse. Cela a élevé toute la situation d'un drame familial dégoûtant à quelque chose de véritablement dangereux. C'était le premier rebondissement. Le moment où j'ai réalisé qu'ils ne se contenteraient pas de se disputer avec moi, ils essaieraient activement de me faire taire. J'ai immédiatement rappelé Léo. Ils ont changé le bénéficiaire de mon assurance vie, ai-je dit, la voix serrée. Et ils viennent de m'envoyer une menace. D'accord, Charles, écoute-moi, a dit Léo, sa voix instantanément vive et concentrée. C'est une escalade. Ils sentent que tu te rapproches et ils ripostent. Tu as dit que les documents venaient de Arborline Financial et que le contact était un type nommé Martin Sterling. Ouais, c'est ça. C'est ta prochaine cible, a dit Léo. Mais tu dois aussi vérifier le côté médical de la chose. La demande de tutelle nécessiterait une évaluation médicale. Trouve qui ils ont utilisé. Trouve-les. Une confirmation par un tiers de leur fraude est ce dont un bon avocat aura besoin pour faire éclater cette affaire au grand jour. Il avait raison. Ils avaient construit un château de cartes sur une fondation de mensonges. Tout ce que j'avais à faire était de tirer la bonne carte et tout s'effondrerait. J'ai regardé à nouveau les papiers de la tutelle, cherchant un nom de médecin.
Il était là. Dr Bennett Evans, notre médecin de famille. Un homme qui me connaissait depuis l'âge de 5 ans. Un homme qui avait soigné mes rhumes, remis mon bras cassé et m'avait fait passer mes examens physiques avant que je rejoigne l'armée. Ils n'avaient pas seulement utilisé un étranger. Ils avaient utilisé un homme en qui ma mère et moi avions une confiance aveugle. L'audace de la chose était stupéfiante. J'avais maintenant 2 cibles, Martin Sterling, le prédateur financier, et le Dr Evans, le témoin involontaire. Ma mission était claire. Obtenir un rendez-vous avec le Dr Evans était facile. J'ai juste dit à sa réceptionniste que j'étais en ville et que je voulais passer dire bonjour. C'était un homme gentil aux cheveux gris qui sentait toujours légèrement l'antiseptique et le café. « Charles, regarde-toi » a-t-il dit, rayonnant en me serrant la main. « Capitaine. Ta mère est si fière. »« C'est bon de vous voir, docteur » ai-je dit, essayant de sourire. « Écoutez, je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous poser des questions sur une affaire de famille sensible. » Nous nous sommes assis dans son bureau, les murs couverts de diplômes médicaux et de photos de ses petits-enfants. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti une photo du formulaire d'évaluation médicale sur mon téléphone. « Dr Evans, il y a quelques mois, avez-vous mené une évaluation de compétences pour ma mère, Eleanor ?» Il a froncé les sourcils, se penchant pour regarder l'écran. « Une évaluation de compétences ? Non, bien sûr que non. Eleanor a toute sa tête pour son âge. Un peu oublieuse parfois. Mais qui ne l'est pas ? Pourquoi demandes-tu ? Parce que c'est un document soumis dans le cadre d'une demande de tutelle, ai-je dit, ma voix stable, et il porte votre signature. » Son visage a pâli alors qu'il fixait l'écran. Il a pris le téléphone de ma main, ses yeux scannant la page, sa mâchoire s'est serrée. « C'est mon papier à en-tête, a-t-il chuchoté. C'est mon numéro de licence médicale, mais ce n'est pas ma signature. Et je n'ai jamais, au grand jamais, rédigé cette évaluation. C'est une pure fabrication. » Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux gentils maintenant remplis d'un mélange de colère et d'inquiétude. « Charles, qu'est-ce qui se passe ? Ma sœur et mon père essaient de prendre le contrôle de la succession de ma mère, ai-je dit sans détour. Et il semble qu'ils soient prêts à commettre plusieurs crimes pour le faire. C'est de la fraude, a-t-il dit, la voix tremblante d'indignation. Usurpation d'identité. C'est illégal. Je signerai une déclaration sous serment. Je témoignerai au tribunal. Tout ce dont tu as besoin. Nous devons protéger ta mère. » En quittant son bureau, j'ai ressenti une vague de sombre validation. Je n'étais pas paranoïaque. Je n'étais pas fou. J'avais raison. J'avais ma première preuve irréfutable d'un tiers. Maintenant, pour le serpent lui-même, Martin Sterling. Je savais qu'une confrontation directe serait inutile. C'était un menteur professionnel. J'avais besoin de le prendre au dépourvu. J'avais besoin qu'il avoue. J'ai appelé le numéro du bureau de Arborline Financial depuis une application de numéros jetables sur mon téléphone. Arborline Financial. Ici Martin Sterling. Sa voix était douce, huileuse, comme un vendeur de voitures d'occasion. Monsieur Sterling. J'ai commencé, modulant ma voix pour paraître sérieux et un peu naïf. Je m'appelle Charles Davis. Je suis le frère de Clara Davis. Elle m'a tellement parlé du merveilleux travail que vous faites pour aider notre famille à planifier l'avenir de ma mère. Il y a eu une brève pause à l'autre bout. Ah, oui, Charles, le capitaine. Un plaisir de vous parler enfin. De même, ai-je dit. Écoutez, je ne suis en ville que pour une courte période, et je veux m'assurer que je fais ma part. Ma sœur a mentionné de la paperasse, et j'aimerais m'asseoir avec vous, peut-être passer en revue les détails pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je veux ce qu'il y a de mieux pour ma mère. Et Clara dit que vous êtes l'homme pour que ça arrive. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Il pensait probablement que j'étais le fils soldat sans indice, facilement manipulable et impatient de signer n'importe quoi pour retourner à ma vie d'aventure. Bien sûr, a-t-il dit, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. Je serais heureux de le faire. Que diriez-vous de mon bureau demain matin ? 10 heures, parfait, ai-je dit. À demain. J'ai raccroché, un œuf froid et dur de détermination dans mon ventre. Les mots de Léo résonnaient dans ma tête. Choisis ton moment pour frapper.
Demain à 10 heures était le moment. Je suis allé en ligne et j'ai acheté le meilleur micro-enregistreur que j'ai pu trouver avec livraison le jour même. Ce n'allait pas être une conversation. Ça allait être un interrogatoire, et je serais celui qui contrôlerait la situation. Le combat était lancé. Le lendemain matin, j'ai mis un pantalon civil impeccable et une chemise boutonnée. J'avais besoin de ressembler à un fils respectable, pas à un soldat se préparant au combat. Le minuscule appareil d'enregistrement était caché en toute sécurité dans la poche de ma chemise, complètement invisible. Alors que j'étais sur le point de partir, ma mère m'a arrêté dans le couloir. « Où vas-tu si tôt, chérie ?» a-t-elle demandé, son sourire doux. « Juste rencontrer un conseiller financier, maman » ai-je dit, forçant un sourire en retour. « Clara et papa ont organisé ça. Je veux juste m'assurer que ton avenir est sûr. » Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche, mais c'était nécessaire. Son visage innocent et confiant était un rappel brutal de pour qui je me battais. Le bureau de Martin Sterling était exactement comme je l'avais imaginé. Des lambris en bois bon marché, de l'art générique sur les murs et un bureau un peu trop grand pour la pièce. Une tentative pathétique de projeter du pouvoir. Sterling lui-même était un homme vers la fin de la cinquantaine avec des cheveux plaqués en arrière, un costume bon marché et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. « Capitaine Davis, bienvenue » a-t-il dit en me serrant la main avec une poigne étonnamment faible. « Veuillez vous asseoir. » Je me suis assis, activant l'enregistreur d'un clic subtil. « Merci de me recevoir avec un si court préavis. » J'ai commencé à jouer mon rôle. Je veux juste être sûr de comprendre le plan. Clara peut être émotive. Je veux l'analyse logique. Sterling s'est adossé, joignant le bout de ses doigts. Il rayonnait d'une confiance suffisante. Il pensait que c'était une formalité. Bien sûr, le plan est assez simple. Compte tenu de l'âge avancé de votre mère et de votre carrière exigeante, il est prudent de transférer son autorité financière et médicale à quelqu'un qui est présent. Clara, dans ce cas. La tutelle est une simple étape juridique pour protéger ses actifs. Les protéger de quoi? Ai-je demandé. De la volatilité du marché, des arnaques prédatrices, même de ses propres mauvaises décisions, a-t-il dit doucement. Et cela simplifie la succession pour le processus d'héritage inévitable. Nous voulons éviter le tribunal des successions, qui peut être un cauchemar. C'était là. Héritage, le mot magique. Je vois, ai-je dit, hochant la tête lentement. Et le document que j'ai apparemment signé, donnant autorité à Clara si je suis incapable. Je ne me souviens pas l'avoir signé. Il n'a pas tressailli. C'était probablement lors de votre dernière visite. Vous seriez surpris de ce qu'on peut oublier avec votre emploi du temps chargé. C'était juste une précaution. Avec votre ligne de travail, le risque est élevé. Nous veillons juste sur la famille. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai gardé mon visage neutre. Je devais le pousser plus loin. Et mon assurance vie militaire. J'ai remarqué que Clara est maintenant la bénéficiaire. C'était votre recommandation aussi? Pour la première fois, une lueur de quelque chose agacement? Surprise? A traversé son visage. C'était une décision familiale privée. C'est logique. Clara est la soignante. Il est juste qu'elle soit pourvue. Je vois, ai-je dit à nouveau. Je me suis penché légèrement en avant. Monsieur Sterling, soyons directs. Ma préoccupation est ma carrière. S'il y a une sorte de conflit familial sur cette tutelle, est-ce que cela pourrait me faire du tort? Pour mon dossier, pour ma prochaine promotion? Il a vu son ouverture. Il pensait m'avoir. Il s'est penché, sa voix tombant sur un ton conspirateur. C'était ça, le moment de vérité. Ça, a-t-il dit, un sourire graisseux s'étalant sur son visage, c'est précisément pourquoi vous ne devriez pas faire de vagues. Vous êtes un officier militaire. Vous êtes tenu à des normes plus élevées. La dernière chose que le conseil de promotion veut voir est un scandale juridique désordonné impliquant des accusations d'exploitation familiale ou d'abus envers les personnes âgées. Même si les accusations sont sans fondement, la tâche demeure. C'est beaucoup plus propre pour tout le monde si vous signez simplement, soutenez votre sœur et nous laissez gérer les détails. Votre carrière restera immaculée. Je l'avais. Tout était là. Une menace voilée. Un aveu que créer un scandale était une possibilité. Il venait de me remettre l'arme dont j'avais besoin.
Je me suis levé. Merci, monsieur Sterling. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Le plaisir était pour moi, capitaine. Je suis sorti de ce bureau, mon cœur martelant, non pas de peur, mais de triomphe. J'avais l'enregistrement. J'avais ses aveux. Je pensais avoir gagné. Je n'avais aucune idée que la contre-attaque était déjà en route. J'ai passé l'après-midi à coordonner avec Julia Vance, l'avocate civile que Léo avait recommandée. Elle était vive. Pas de bêtises. Et après lui avoir fait écouter l'enregistrement de Sterling, elle était furieuse. C'est de la coercition, Charles, a-t-elle dit au téléphone. Cet enregistrement est de la dynamite. Combiné avec la signature falsifiée et la déclaration sous serment du docteur Evans, nous avons un dossier très solide. Nous pouvons déposer une injonction d'urgence pour bloquer la demande de tutelle dès demain matin. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'avais un plan. J'avais une équipe juridique. La vérité était de mon côté. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train d'envoyer par email à Julia les photos des documents quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant était un numéro de ma base. C'était mon commandant, le major Thompson. Davis, a-t-il dit, sa voix plate et officielle. J'appelle pour une affaire urgente. Monsieur, ai-je dit en me redressant. Nous avons reçu une plainte officielle, a-t-il poursuivi. Et je pouvais entendre le bruissement de papier. C'est d'un membre de la famille. Elle allait que vous présentez des signes de détresse émotionnelle sévère, de paranoïa et d'agression. Elle prétend que vous harcelez votre famille et faites des accusations sans fondement. En bref, elle peint le tableau d'un officier qui est mentalement instable. J'étais sans voix. Mon sang s'est transformé en glace. C'était eux. Ça devait être Clara et mon père. C'était leur réponse à ma rencontre avec Sterling. Il avait dû les appeler à la seconde où j'avais quitté son bureau. Monsieur, c'est complètement faux, ai-je bégayé. C'est une situation familiale compliquée, mais je vais parfaitement bien. Je l'espère, Davis, a-t-il dit, et sa voix ne contenait aucune chaleur. Mais compte tenu de la nature de la plainte, et pour votre propre protection ainsi que celle de l'armée, je n'ai pas le choix. Avec effet immédiat, vous êtes placé en congé administratif temporaire de vos fonctions. Vous devez cesser tout contact avec votre unité jusqu'à ce qu'une évaluation psychologique complète puisse être effectuée. Une enquête formelle sur votre aptitude au commandement est ouverte. Les mots m'ont frappé comme une force physique. Congé. Enquête. Aptitude au commandement. Ils n'essayaient pas seulement de prendre mon argent ou ma mère. Ils essayaient de prendre ma vie. Toute mon identité était liée au fait d'être un soldat, un leader. Ils avaient trouvé ma plus grande vulnérabilité et y avaient enfoncé un couteau. Monsieur, je peux expliquer. Gardez ça pour les enquêteurs, capitaine, a-t-il dit, son ton définitif. C'est tout. La ligne a coupé. Je suis resté assis là au bord de mon lit, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant la tonalité. C'était leur échec et mat. Comment pouvais-je me battre pour la garde de ma mère si je faisais l'objet d'une enquête pour instabilité mentale? Comment pourrais-je engager un avocat avec ma solde suspendue? C'était le deuxième rebondissement, celui qui m'a vraiment mis à terre. J'étais complètement et totalement isolé. Il m'avait coupé de mon système de soutien, terni ma réputation et militarisé ma propre carrière contre moi. J'ai ressenti une vague de désespoir si puissante qu'elle m'a presque mis à genoux. Ils avaient pensé à tout. Ils allaient gagner. Et pendant un moment, dans le silence étouffant de cette chambre, je les ai presque crus. Les heures qui ont suivi l'appel du major Thompson ont été les plus sombres de ma vie. Chaque chemin que je voyais était une impasse. Ma carrière était en flammes. Ma crédibilité était fichue et ma famille s'apprêtait à porter le coup de grâce. J'ai appelé Julia, mon avocate, et lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était pragmatique. Cela complique les choses, Charles. Cela rend l'injonction plus difficile. Ils utiliseront cette enquête pour faire valoir que vous êtes un narrateur peu fiable. Je sentais les murs se refermer. Je faisais les 100 pas dans ma chambre comme un animal en cage. La fureur et l'impuissance se faisaient la guerre en moi. J'avais la vérité de mon côté, mais ils avaient le pouvoir des mensonges et leurs mensonges fonctionnaient. Et puis mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas.
Ma première pensée a été que c'était une autre menace. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Appelle-moi. C'est Alex de l'atelier de réparation. J'ai fixé le nom, mon esprit s'emballant. Alex, le technicien qui avait tout déclenché. Je l'ai appelé immédiatement. Charles, ça va, mec, a-t-il demandé, sa voix basse et urgente. Tu as l'air terrible. Ils s'en prennent à ma carrière, Alex, ai-je dit, les mots se déversant. Ils ont déposé une plainte. Je fais l'objet d'une enquête. Je le savais, a-t-il soufflé. Écoute. Après ton départ, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que j'avais manqué quelque chose. Ces messages programmés n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. J'ai lancé une récupération de données approfondies sur le clone du disque que tu as. Ça a pris du temps, mais j'ai trouvé quelque chose. Un fragment de note supprimé. Il était enfoui profondément dans le cache. Qu'est-ce que ça disait? Ai-je demandé, mes jointures blanches alors que je serrais le téléphone. Ce n'était pas grand-chose, a dit Alex. Juste une note intitulée Plan B et quelques mots-clés. Chauffage, timing, partir avant 23 heures. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Chauffage, timing, partir avant 23 heures. Les mots m'ont percuté avec la force d'un impact physique. Mon esprit a flashé vers le garage. Mon père était un bricoleur, mais il était aussi radin. Le garage était plein de vieux équipements défectueux qu'il refusait de jeter. Et parmi le bric-à-brac, je me souvenais l'avoir vu. Un radiateur d'appoint rouillé, à l'aspect ancien. La maison est vieille. Le câblage est ancien. Les accidents arrivent. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Ce n'était pas seulement une question de me déclarer instable ou de voler l'héritage. Ça, c'était pour moi. Le plan B. Le plan B était pour ma mère. Si elle se débattait, si elle refusait de se plier à la tutelle, si elle me défendait, ils avaient un plan de secours. Un incendie. Un accident tragique au milieu de la nuit causé par un vieux radiateur défectueux. Et Clara et mon père, les soignants dévoués, seraient commodément absents, étant partis avant 23 heures. Ils hériteraient de tout, libres et nets. La pensée de ma mère seule dans cette maison, piégée. C'était monstrueux. C'était au-delà du mal. C'était le moment où tout a changé. Le désespoir a disparu, remplacé par une montée d'adrénaline si pure et froide qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Ce n'était plus une bataille juridique. C'était une mission de sauvetage. Alex, tu me sauves la vie, ai-je dit, ma voix maintenant calme et dangereusement stable. Merci. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'avais plus besoin d'avocat. Je n'avais pas besoin d'injonction. Ce dont j'avais besoin, c'était d'arriver à ma mère. Je ne me suis même pas soucié des escaliers. J'ai enfilé ma veste et mes bottes et j'ai sauté par-dessus la balustrade du porche arrière, atterrissant silencieusement sur l'herbe humide. J'ai couru. J'ai couru à travers les rues sombres de la banlieue, mes poumons brûlants, mon esprit concentré comme un laser. Le soldat en moi avait complètement pris le dessus. Il y avait une menace pour un atout de grande valeur, et j'étais le seul à pouvoir la neutraliser. Je suis arrivé à la maison par l'arrière, me glissant par le portail dans la cour sombre. J'ai rampé jusqu'à la porte latérale qui menait au garage. Elle était déverrouillée comme toujours. J'ai tourné le bouton et l'ai poussé, les charnières gémissant doucement. Le garage était froid et sentait l'huile et la poussière. Et là, dans le coin le plus éloigné, se trouvait le radiateur d'appoint. Il était branché sur une rallonge crasseuse et surchargée, qui était elle-même branchée sur une seule prise murale ancienne. Le cadran était tourné sur fort. Il n'était pas allumé, mais il était amorcé. Il suffirait d'une simple minuterie, le genre qu'on utilise pour les lumières de Noël, pour l'allumer au milieu de la nuit. C'était un piège mortel parfait. Simple, plausible, niable. C'était leur idée d'un plan funéraire. Pas de chagrin, juste de l'avidité. Je l'ai fixé. La cruauté calculée de la chose m'envahissant. C'était le troisième rebondissement. Celui qui a révélé qu'ils n'étaient pas seulement des voleurs et des menteurs. C'étaient des monstres. Je ne l'ai pas débranché. Je ne l'ai pas désactivé. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos. Des photos du radiateur, du cordon effiloché, de la prise surchargée. Puis j'ai soigneusement,
silencieusement retirer le fusible de la prise. Le piège était maintenant inutile, mais la preuve restait. Je suis sorti du garage en rampant et suis retourné dans la nuit. Ma rage était une chose vivante en moi, un feu froid et contrôlé. Ils pensaient m'avoir coincé. Ils pensaient avoir gagné, mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient poussé un soldat trop loin. Et maintenant, je venais pour eux. Le jeu était terminé. C'était l'heure des comptes. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul SMS à mon père, Clara et ma tante Carole, la sœur de mon père, qui avait toujours joué le rôle de la matriarche de famille commère et fouineuse. Réunion de famille d'urgence, ma maison. 19h ce soir. Soyez là. Il s'agit de l'avenir de maman. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai passé la journée à me préparer. J'ai appelé Julia, mon avocate, et lui ai dit d'être là en tant qu'observatrice neutre. J'ai appelé l'inspecteur Miller, un contact que Léo m'avait donné, un homme spécialisé dans les affaires d'abus financiers envers les personnes âgées. Je lui ai exposé toute l'histoire, lui ai envoyé les preuves et lui ai dit ce que j'avais trouvé dans le garage. Il était sceptique au début, mais au moment où j'ai eu fini, il y avait un silence sombre à l'autre bout de la ligne. J'aurai une voiture de patrouille dans le secteur, a-t-il dit, juste au cas où. Ce soir-là, ils sont arrivés pile à l'heure. Mon père avait l'air sévère et impatient. Clara avait l'air suffisante et victorieuse. Et tante Carole, son visage un masque de fausse inquiétude. Ils sont entrés dans mon salon comme une armée conquérante. « Charles, c'est ridicule », a commencé mon père. « De quoi s'agit-il ? Nous sommes au courant de ta suspension. Nous pensons qu'il est préférable que tu te concentres sur ta santé en ce moment. »« Oh, je me sens parfaitement en bonne santé, papa, » ai-je dit, la voix calme. J'ai fait signe qu'il s'assoie. Julia était déjà là, assise tranquillement dans un fauteuil d'angle, un ordinateur portable ouvert sur ses genoux. « Qui est-ce » a demandé Clara, faisant un signe de tête vers Julia. « C'est Julia Vance » ai-je dit. « C'est une médiatrice. » Clara et mon père ont échangé un regard. Ils pensaient que je les avais appelés ici pour négocier ma reddition. « Finissons-en » a dit Clara en soupirant dramatiquement. « Nous sommes tous très inquiets pour toi, Charles. Ta paranoïa, ces accusations folles. Ça déchire cette famille. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour maman. » J'ai laissé le silence flotter dans l'air un moment. Puis j'ai commencé. « Tu as raison » ai-je dit doucement. « Il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour maman. Alors, parlons-en. Parlons de Arborline Financial et de votre plan pour la mettre à Seabright Senior Living après avoir saisi ses actifs. » Le visage de mon père s'est tendu. Clara s'est moquée. Nous explorions des options. « Et parlons de ça » ai-je dit, et j'ai glissé une copie du document de tutelle sur la table basse. Celui avec ma signature falsifiée dessus. « C'est un malentendu » a dit mon père, la voix dure. « Tu as dû le signer et oublier. » Est-ce que c'est ce que le docteur Evans dira quand il témoignera que sa signature a également été falsifiée sur le rapport de compétences de maman? J'ai sa déclaration sous serment juste ici. Je l'ai placée sur la table. L'expression suffisante de Clara a commencé à vaciller. Tante Carole regardait de l'un à l'autre, les yeux écarquillés. Et puis il y a la question de mes avantages militaires, ai-je continué, ma voix devenant plus froide. Clara, tu n'aurais probablement pas dû utiliser l'adresse IP de la maison familiale pour changer le bénéficiaire de mon assurance vie. Ça laisse une trace numérique large comme 1 kilomètre. Clara est devenue blanche comme un linge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je pense que si, ai-je dit. Je me suis levé et j'ai marché vers la télévision. Mais vous savez, tout ça, la fraude, les mensonges, c'est juste une question d'argent. C'est dégoûtant, mais c'est juste de l'argent. Ce dont je veux vraiment discuter, c'est du plan B, j'ai pris la télécommande et l'écran de télévision s'est allumé. La première image était un gros plan du radiateur d'appoint rouillé dans le garage. Mon père s'est figé. Clara a laissé échapper un petit halètement. La photo suivante montrait la rallonge effilochée et surchargée. La suivante, le mécanisme de minuterie sur lequel il aurait été branché. La maison est vieille, ai-je dit, citant le SMS du téléphone de ma sœur. Les accidents arrivent. Il suffit de s'assurer de partir avant 23 heures. C'était ça. Le rebondissement principal,
la révélation horrible finale que ce n'était jamais juste un crime financier. Mon père s'est levé, son visage un masque orageux de rage. Tu n'as aucune preuve. Papa, ai-je dit, ma voix tombant presque à un murmure. Tout est sur le clone du disque du téléphone de Clara. La note supprimée, les emails avec Sterling, les SMS programmés, tout. Et puis est venu le moment qui a tout changé. La révélation ultime. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. C'était toi, n'est-ce pas? Clara en était le visage. L'enfant chéri. Mais tu étais le cerveau. Tu étais celui qui parlait à l'avocat. Celui qui disait à Sterling comment utiliser ma carrière contre moi. Celui qui a imaginé le plan B, le visage de mon père, pour la première fois de ma vie, s'est effondré. Le masque d'autorité stoïque s'est brisé, révélant l'homme amer et rancunier en dessous. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas eu à le faire. Son silence était un aveu. Clara a commencé à sangloter. Un son brut et hystérique. Il m'a obligé à le faire. Il a dit que c'était le seul moyen. Tante Carole est restée assise là, la bouche ouverte dans un silence stupéfait, voyant enfin les vrais visages de son frère et de sa nièce. Toute la structure pourrie de notre famille venait d'être exposée, abattue par le fils qu'ils avaient sous-estimé, le soldat qu'ils avaient essayé de briser. À ce moment-là, debout là avec tous leurs mensonges exposés, je n'étais plus la victime. J'étais celui qui contrôlait la situation. C'est le moment qui a tout changé. Quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes géniaux. Si vous pouviez m'aider en aimant cette vidéo et en commentant avec le chiffre ainsi dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivés ici avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un là-bas. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Le son des sanglots de Clara remplissait le silence résonnant du salon. Mon père restait figé, le visage vide de choc et de défaite. Julia, mon avocate, était déjà au téléphone, parlant d'un ton bas et professionnel. Comme sur un signal, on a frappé fermement à la porte d'entrée. J'ai ouvert pour trouver 2 policiers en uniforme et l'inspecteur Miller. Il m'a fait un signe de tête, l'expression sombre. Monsieur Davis, est-ce que tout le monde est là? Ils sont tous dans le salon, ai-je dit en m'écartant. La vue des uniformes de police a brisé les derniers restes de tension. C'était fini. Le combat était terminé. Les sanglots de Clara se sont transformés en cris de panique alors que l'inspecteur Miller lui lisait ses droits. Le nom de Martin Sterling a été évoqué, et il était clair qu'ils allaient lui rendre visite ensuite. Mon père n'a pas résisté. Il semblait avoir vieilli de 20 ans au cours des 10 dernières minutes. Il a tendu les mains pour être menotté avec une étrange résignation détachée, ses yeux fixant un point sur le mur derrière moi. Il a été placé en résidence surveillée en attendant l'enquête, principalement en raison de son âge. Tante Carole a été interrogée et rapidement relâchée, semblant ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle ne pouvait même pas me regarder en s'enfuyant par la porte, son monde de potins familiaux et de petits drames venant de heurter une réalité horrible. Après leur départ, la maison est devenue silencieuse. Un silence profond et assourdissant. Julia m'a pressé l'épaule en signe de soutien. Tu as fait la bonne chose, Charles. La chose la plus difficile, mais la bonne chose. Je te contacterai demain matin. Et puis elle est partie aussi. J'étais seul. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais juste vide. J'ai marché à travers la maison, ma maison, qui ressemblait maintenant à une scène de crime. J'ai vu les fantômes de mon enfance. Les souvenirs d'une famille que je pensais avoir. Et j'ai réalisé que tout n'avait été qu'une illusion. L'amour, le soutien, tout était conditionnel, tout était construit sur une fondation de mensonges et de ressentiments que j'avais été trop aveugle pour voir. La partie la plus difficile était l'appel que je devais passer ensuite. J'ai composé le numéro de ma mère. Elle passait la nuit chez une amie, un arrangement que j'avais fait plus tôt ce jour-là sous prétexte de faire fumiger la maison. J'avais besoin qu'elle soit à l'écart, à l'abri des retombées. « Charles, est-ce que tout va bien, chérie ?» a-t-elle demandé, sa voix remplie d'une innocence joyeuse qui m'a brisé le cœur. « Maman, ai-je commencé, et ma propre voix s'est brisée. Il s'est passé quelque chose. Je dois venir te chercher. Nous devons parler.
Je suis allé chez son ami, et nous nous sommes assis dans ma voiture dans la rue calme et sombre. Je lui ai tout raconté. J'ai essayé d'être doux pour amortir les coups, mais il n'y avait pas de manière facile de le dire. Il n'y avait pas de manière facile de dire à une mère que son mari et sa fille avaient conspiré pour lui voler sa vie et avaient été prêts à y mettre fin si elle résistait. Elle a écouté sans dire un mot. Ses mains serrées étroitement sur ses genoux. Son visage illuminé par la faible lueur des lumières du tableau de bord. Quand j'ai fini, elle n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le pare-brise avant pendant un long moment. Puis elle s'est finalement tournée vers moi et il y avait des larmes brillant dans ses yeux, mais sa voix était étonnamment forte. « Ramène-moi à la maison, Charles. » Ma maison. Alors que nous rentrions, elle a tendu la main et l'a posée sur mon bras. C'était un petit geste, mais cela signifiait tout. C'était une ancre dans la tempête. La bataille contre mon père et ma sœur était terminée. La bataille pour guérir, pour construire une nouvelle vie pour ma mère et moi à partir des décombres ne faisait que commencer. Le système judiciaire est lent, mais il est minutieux. Dans les semaines qui ont suivi, le dossier contre Clara et Martin Sterling a été construit brique par brique accablante. Mon enregistrement, la récupération de données d'Alex, le témoignage du docteur Evans. C'était une avalanche de preuves à laquelle il ne pouvait pas échapper. Clara a accepté un accord de plaidoyer, avouant son rôle en échange d'une peine plus légère qui comprenait une peine de prison importante et un traitement psychologique obligatoire. La société financière de Sterling a été fermée et il a fait face à une montagne d'accusations, non seulement de l'affaire de ma famille, mais d'autres qui se sont manifestées après son arrestation. Mon père était la pièce la plus complexe du puzzle. Ses avocats ont soutenu qu'il était un mari inquiet manipulé par un conseiller prédateur et une fille instable, mais les emails que j'avais découverts racontaient une histoire différente. Il le montrait comme l'architecte. Je ne l'ai vu qu'une fois de plus avant le procès. Il était en liberté sous caution et il s'est présenté chez moi à l'improviste. Il semblait plus petit, plus gris. Le patriarche intimidant avait disparu, remplacé par un vieil homme frêle. « Charles, a-t-il dit, la voix rauque. Nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, » ai-je dit, debout dans l'embrasure de la porte, ne bougeant pas pour le laisser entrer. « Ta mère, elle ne prend pas mes appels, » a-t-il dit. « Tu dois lui faire comprendre. » J'essayais juste d'assurer son avenir. D'assurer notre avenir. Je l'ai juste fixé, un calme froid s'installant sur moi. La colère avait disparu, consumée, ne laissant qu'une vaste étendue vide de déception. Ton avenir, ai-je dit, ma voix plate. Ton avenir dépendait-il du fait que ma mère soit enfermée dans une maison de retraite? Dépendait-il d'un accident tragique avec un radiateur d'appoint si elle ne coopérait pas? Il a tressailli, les mots le frappant comme des pierres. Ça n'en serait jamais arrivé là. C'était juste un plan d'urgence. Plan d'urgence. J'ai répété les mots, les laissant flotter dans l'air. Tu as déposé une plainte contre moi auprès de l'armée. Tu as essayé de détruire ma carrière, toute ma vie, pour m'écarter du chemin. Tu as fait ça. J'ai fait ce que je pensais nécessaire pour protéger cette famille, a-t-il insisté, une lueur de sa vieille colère moralisatrice revenant. Et c'est là que j'ai su qu'il ne comprenait toujours pas. Il était désolé de s'être fait prendre, pas désolé pour ce qu'il avait fait. Tu ne fais plus partie de cette famille, ai-je dit, les mots clairs et définitifs. Tu n'as pas ton mot à dire sur la vie de maman, sa santé ou ses finances. Tu ne la contacteras pas. Tu ne viendras plus ici. Une ordonnance restrictive est déposée demain matin. C'est la dernière fois que nous nous parlerons sans avocat présent. Au revoir, Richard. J'ai utilisé son prénom. En 32 ans, je ne l'avais jamais appelé autrement que papa. L'effet a été instantané. C'était une rupture définitive d'un lien qui avait déjà été empoisonné au-delà de toute réparation. Il m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun mot n'est sorti. J'ai fermé la porte à son nez, le doux clic de la serrure résonnant dans le couloir. Ce n'était pas un moment de colère. C'était un moment de clarté, de paix. Je traçais une ligne dans le sable, non par haine, mais par devoir de protéger ce qui restait. Ma mère, notre maison, notre avenir. Et pour la première fois, cet avenir semblait être le mien à construire. 6 mois peuvent sembler une éternité. L'enquête de l'armée sur ma conduite s'est conclue rapidement une fois que la vérité de la situation a été révélée. La plainte a été rejetée, mon dossier a été blanchi et le major Thompson m'a appelé personnellement pour s'excuser.
Vous avez géré une situation impossible avec honneur, capitaine, a-t-il dit. Votre commandement vous attend. Le sentiment de soulagement était immense, comme un poids écrasant soulevé de ma poitrine. Mon identité, qui avait été si violemment attaquée, était restaurée. La vie à la maison s'est installée dans un nouveau rythme calme. Ma mère et moi, deux survivants d'un naufrage, avons commencé le lent processus de reconstruction sur une île déserte. J'ai utilisé ma permission pour devenir le fils que j'avais toujours voulu être. Nous avons engagé une planificatrice financière réputée et indépendante, une femme gentille dans la soixantaine qui nous a aidés à démêler le gâchis que mon père et Sterling avaient fait. Nous avons sécurisé les finances de ma mère, mettant en place des fiducies et des protections juridiques qui la mettaient fermement aux commandes de son propre destin. La maison, autrefois un lieu de tension et de secret, a recommencé à ressembler à un foyer. Nous avons peint la cuisine d'un jaune vif et joyeux. Nous avons planté un jardin dans la cour arrière. Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Ma mère m'a raconté des histoires sur son enfance, sur sa rencontre avec mon père, sur ses espoirs et ses rêves pour ses enfants. Il y avait de la tristesse dans ses yeux quand elle parlait de Clara et de mon père, un profond chagrin maternel pour la famille qu'elle avait perdue. Mais il y avait aussi une nouvelle résilience, une force que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Clara a été condamnée à 3 ans dans une prison à faible sécurité avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Une partie de sa peine était une thérapie continue. Environ 2 mois après, j'ai reçu une lettre d'elle. Mon premier instinct a été de la jeter, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. La lettre n'était pas une excuse. Ce n'était pas une demande de pardon. C'était une confession. Elle a écrit sur une vie passée à se sentir invisible, à vivre dans l'ombre du frère héros. Elle a écrit comment mon père avait nourri ce ressentiment, lui donnant un régime constant de poison, lui disant qu'elle était celle à qui on devait vraiment quelque chose, celle qui s'était sacrifiée. Il m'a fait sentir que prendre ce qui était ta maman était une justice pour moi, a-t-elle écrit. Je sais maintenant que ce n'est pas vrai. C'était juste du vol. Je n'écris pas ceci pour te demander de me pardonner. Je ne le mérite pas. J'écris ceci parce que tu mérites de savoir que tu n'étais pas fou. C'était réel. Et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée et rangée. Ça ne réparait rien. Ça n'effaçait pas la blessure, mais c'était une lueur de quelque chose, une minuscule graine de responsabilité dans un champ stérile de mensonges. Le procès de mon père a été moins dramatique. Il a été reconnu coupable de complot et de fraude, mais en raison de son âge et d'un faible affichage de remords, il a évité la prison. Il a été condamné à 5 ans de probation et à de lourdes amendes. Il a emménagé avec ma tante Carole, un paria dans sa propre communauté. J'ai entendu par des cousins qu'il était le fantôme de l'homme qu'il était autrefois. Silencieux et amer. Un après-midi, le major Thompson a appelé à nouveau. Davis, il y a un conseil de promotion qui arrive. Votre nom est en haut de la liste. Nous serions fiers de vous avoir comme major. Je me tenais là, regardant par la fenêtre de la cuisine ma mère qui arrosait joyeusement ses nouveaux plants de tomates. Son chien bêlait chassant l'eau du tuyau. J'ai pensé à ma carrière, à la vie que je m'étais construite, au monde qui m'attendait en dehors de cette rue de banlieue calme. Et j'ai pensé à la femme dans le jardin, celle que j'avais presque perdue. Merci, monsieur, ai-je dit. C'est un honneur, mais je pense. Je pense que j'ai besoin d'être ici encore un peu plus longtemps. J'ai demandé une prolongation de mon congé familial. Pour la première fois, je choisissais la maison non par culpabilité ou obligation, mais par amour. La promotion pouvait attendre. Ma famille, ma vraie famille, celle qui se composait juste de ma mère, de son chien et de moi, passait en premier. Quelques semaines plus tard, ma mère et moi avons décidé de nous attaquer au seul endroit de la maison qui avait été ignoré pendant des décennies. Le grenier. C'était un espace poussiéreux et oublié rempli de boîtes de vieux souvenirs et de reliques d'une vie qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Nous étions en mission pour le nettoyer, pour faire de la place, littéralement et figurativement. Dans un coin éloigné, caché sous une pile de mes vieux annuaires de lycée, se trouvait un lourd coffre en bois. C'était celui de mon père. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vu ouvert. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » ai-je demandé. Maman a haussé les épaules. « De vieilles choses, je suppose. Ton père n'a jamais été du genre à jeter quoi que ce soit. » La curiosité a eu raison de moi.
La serrure était vieille et rouillée, et j'ai réussi à l'ouvrir avec un tournevis. À l'intérieur, ça sentait la poussière et le temps. C'était rempli de piles de lettres soigneusement empaquetées et attachées avec un ruban décoloré. C'étaient des lettres entre mon père et sa sœur, ma tante Carole, remontant à plus de 20 ans. J'ai pris le premier paquet. Les lettres dataient de l'époque où j'étais à l'entraînement de base. J'ai commencé à lire, et en le faisant, la dernière pièce manquante du puzzle s'est mise en place. Ce n'était pas une question d'argent. Pas vraiment. L'argent n'était qu'un symptôme. Il s'agissait d'une vie de ressentiment profond et purulent. Carole, écrivait mon père dans une lettre datée d'Aix-en-Grave-Peine une semaine après mon départ pour Fort Bénin. La maison est si calme maintenant. Éléanore marche comme un fantôme. Tout ce dont elle parle, c'est des lettres de Charles, du courage de Charles. Elle est fière, et je suppose que je le suis aussi. Mais il y a une partie de moi qui se sent effacée. J'ai abandonné mes propres ambitions, mes propres rêves de déménager en ville pour rester ici et construire une vie stable pour eux. Et maintenant, le fils pour qui j'ai tout fait s'est enfui pour jouer aux soldats. Et c'est lui qui en tire toute la gloire. Tout était là dans son écriture élégante et précise. Un récit de sacrifice et d'amertume dont j'ignorais l'existence. Lettre après lettre racontait la même histoire. Il en voulait à ma liberté. Il en voulait à la fierté que ma mère tirait de mes réalisations. Il voyait ma vie non pas comme un succès à célébrer, mais comme une trahison de la vie calme et stable pour laquelle il s'était martyrisé. Clara, à ses yeux, était son alliée, la loyale, celle qui était restée. Il se voyait en elle, la soignante négligée et sous-estimée. J'ai trouvé une lettre écrite juste après ma première promotion. Carole a appelé aujourd'hui. Il est premier lieutenant maintenant. Éléanore prévoit une fête pour sa prochaine visite. Une fête. J'ai travaillé dans la même entreprise pendant 40 ans et je n'ai jamais eu de fête. Il reçoit une nouvelle épingle pour son col et nous sommes censés dérouler le tapis rouge. Parfois, j'ai l'impression d'être juste l'homme qui paie les factures pour l'accueil du héros. C'était le dernier rebondissement dévastateur. Ce n'était pas une rupture soudaine ou un acte unique d'avidité. C'était un poison lent qui coulait au cœur de ma famille depuis des décennies. Les actions de mon père n'étaient pas nées d'une impulsion criminelle soudaine. Elles étaient la conclusion logique finale d'une histoire qu'il se racontait depuis toute ma vie. L'histoire d'une victime. Je suis resté assis là dans le grenier poussiéreux entouré des fantômes du passé. Et j'ai finalement compris. Ça ne rendait pas ce qu'il avait fait juste. Ça ne le rendait pas pardonnable, mais ça le rendait tragique. C'était l'histoire d'un petit homme rendu plus petit par sa propre amertume, qui a essayé de détruire la vie de son propre fils parce qu'il avait trop peur de construire la sienne. Je n'ai pas montré les lettres à ma mère. C'était un fardeau qu'elle n'avait pas besoin de porter. J'ai fermé le coffre, les verrouillé et les laissé dans le coin sombre du grenier. Certaines histoires méritent de rester enterrées. C'est l'été maintenant, le jardin que ma mère et moi avons planté prospère. Les plants de tomates sont lourds de fruits et l'odeur du basilic flotte dans l'air chaud de l'après-midi. Je suis toujours en permission, mais c'est un autre type de permission maintenant. Ce n'est pas une évasion ou un devoir. C'est juste la vie. Ma promotion au grade de major est passée. Je l'ai acceptée. Ma carrière est toujours là pour moi, à m'attendre, mais je ne suis pas pressé d'y retourner. J'ai appris que la force ne concerne pas seulement ce que l'on peut faire sur un champ de bataille. Parfois, il s'agit de ce que l'on peut construire dans un jardin. Ma mère est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Elle a rejoint un club de lecture. Elle prend des cours de peinture. Elle reprend la vie qui lui a presque été volée. Nous ne parlons pas beaucoup de mon père ou de Clara. Leurs noms sont comme des fantômes qui hantent les bords de notre nouvelle vie, mais nous ne les laissons pas entrer. Parfois, tard le soir, je pense au concept de famille. Je pensais que c'était un lien indestructible forgé dans le sang et l'histoire partagée. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. La vraie famille n'est pas quelque chose dans laquelle on est. C'est quelque chose qu'on construit. Elle est construite sur la confiance, sur la loyauté, sur le respect. C'est le genre de lien que j'ai avec ma mère maintenant. Plus fort que jamais. C'est le lien que je partage avec des hommes comme Léo qui m'ont soutenu à des milliers de kilomètres de là. C'est même le lien que j'ai avec Alex, l'étranger dans l'atelier technique qui a vu quelque chose qui n'allait pas et a choisi de parler, changeant tout le cours de ma vie. J'ai perdu un père et une sœur. Mais dans les décombres, je me suis trouvé.
J'ai trouvé une compréhension plus profonde de la force et une paix tranquille et résiliente que je ne savais pas possible. L'avenir est encore incertain, mais pour la première fois, il semble plein d'espoir, et je suis prêt. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà fait face à une situation où vous avez dû choisir entre la famille que vous aviez et les principes auxquels vous croyez? Je serais honoré de lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous.